Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'un grand linguiste, Noam Chomsky. J'estime qu'il est aujourd'hui d'une grande actualité, notamment pour comprendre ce qui se passe au Venezuela et plus largement dans le monde. Car Chomsky n'est pas seulement un linguiste, il est aussi un intellectuel en action qui a révolutionné la linguistique et permis de donner à lire autrement le langage, proposant des outils efficaces de lecture et de déchiffrage de la propagande, des médias et de la pratique politique. Chomsky est un intellectuel dont les outils mis en œuvre sont incontournables pour l'analyse du langage et du discours social et politique. On ne peut parler des sciences humaines sans citer des noms incontournables comme celui de Chomsky dans la formation de beaucoup d'entre nous. J'essaie de leur faire des clins d'œil extrêmement respectueux tout en étant sûr que chacun de nous est le produit de milliers d'années d'histoire. De ces hommes, il y a quelqu'un qui m'a profondément marqué dans mon cursus artistique, historique, littéraire ou sémiologique. C'est Noam Chomsky, un éminent linguiste et un homme très engagé politiquement. Dans les deux cas, il tente de lire des réalités, le langage et les espaces politiques et médiatiques. Il a toujours voulu comprendre le fonctionnement du langage et les mécanismes de la connaissance, allant jusqu'à s'intriguer du fait que nous connaissons trop peu de choses alors que nous disposons de nombreux éléments pouvant nous permettre de comprendre le monde. Mais ce qui l'intrigue davantage, c'est le fait de posséder tant de connaissances, ce qui le mène directement à son sujet de prédilection, le langage. C'est toute la problématique de Chomsky qui, même s'il évite de lier ses recherches sur le langage et son engagement politique et d'en faire une unité, il s'avère que dans les deux cas, il y a un point commun, l'idée de la perplexité d'un questionnement continu. Chomsky, contrairement à une idée reçue, n'a jamais été l'homme des certitudes, mais plutôt de la perplexité, étant depuis sa thèse soutenue à l'université de Pennsylvanie en 1955 et son livre Structure syntaxique, de mettre en œuvre sa grammaire générative et transformationnelle dans une période dominée notamment par les approches structuralistes, distributionnalistes et comportementalistes. Il faut dire que le compagnonnage de Zelikalis, structuralisme, analyse du discours, et de Roman Jakobson, cercle de Prague, qui l'a aidé à intégrer le mythe comme enseignant, a été fondamental, même si par la suite, ils s'éloignent de leurs analyses tout en conservant une profonde amitié, surtout pour Harris, dont les idées vont fortement orienter ses options politiques et linguistiques. Il faut savoir que Harris était très, très, très engagé politiquement. Il va donc influencer quelque peu Chomsky. Chomsky va révolutionner la linguistique en partant d'une phrase clé. Toute théorie du langage est par définition une grammaire générative. L'idée de l'innéité du langage provoque
de grands débats. Personnellement, je la trouve très discutable. Il va ainsi remettre en question des savoirs acquis de longue date, à commencer par cette vérité entre guillemets aristotélicienne et saussurienne selon laquelle le son serait doué de sens, inscrivant son discours dans une biolinguistique, ce qui pose sérieusement problème. C'est un linguiste qui n'arrête pas de produire. Il est le huitième auteur le plus cité dans la période contemporaine. Il remet et se remet en question sans cesse. Il estime que les travaux sur la langue, malgré leur richesse, restent encore trop marqués par de simples spéculations. Son idée centrale est celle-ci. J'ouvre les guillemets. Avec un jeu réduit de règles de grammaire et un ensemble fini de termes, les humains peuvent produire un nombre infini de phrases. Il existe et il existera donc toujours des phrases qui n'ont jamais été dites. Le langage serait la propriété exclusive des humains. Il insiste sur la présence d'universaux linguistiques. À l'origine de ce travail, un certain nombre de questionnements, très bien résumés par un professeur suisse. Comment décrire et analyser le savoir linguistique du locuteur adulte? Comment ce savoir se développe-t-il dans l'organisme humain? Comment est-il mobilisé dans la pratique langagière? Quels sont les mécanismes physiques et neurologiques sur lesquels repose ce savoir et sa mobilisation? Ce sont des questions programmes, de très grandes questions. On essaiera, à partir de Chomsky, de répondre justement à ces questions. Chomsky rejette le post-structuralisme et le post-modernisme, prend à contre-pied le behaviorisme qui considère la communication comme l'objectif du langage. Pour lui, la communication n'est qu'un espace parmi d'autres. Il explique cette réalité par les failles et les lacunes qui marquent tout rapport, estimant que le langage entraverait la communication. Il entre ainsi en conflit avec Jacobson. Mais souvent, quand on évoque Chomsky, on parle surtout de son engagement politique. Pour lui, l'intellectuel devrait être à l'écoute des gens et éviter toute indifférence. Il dit ceci, j'ouvre les guillemets, les intellectuels qui gardent le silence à propos de ce qu'ils savent, qui se désintéressent des crimes qui bafouent la morale commune, sont encore plus coupables quand la société dans laquelle ils vivent est libre et ouverte. Ils peuvent parler librement, mais choisissent de n'en rien faire. Je ferme les guillemets. Les plus proches de Sartre, à propos de l'intellectuel universel, que de Foucault qui parle d'intellectuel spécifique. D'ailleurs, dans une discussion avec Foucault, il lui a reproché une certaine mollesse. L'intellectuel serait, selon euh, Chomsky, un homme d'action qui ne devrait pas hésiter à être dans l'arène. Comment a-t-il pris conscience de la nécessité de prendre parti et d'épouser les thèses anarchistes? C'est durant la guerre civile en Espagne en 1936. Il avait 12 ans. Il ne pouvait supporter les massacres dont avaient été victimes des socialistes anarchistes. Il avait aussi lu un très beau texte de George Orwell, Hommage à la Catalogne. C'est à partir de cette période qu'il s'était mis à s'intéresser à la politique. Les années 60, période de bouillonnement politique, culturel et intellectuel, donnaient à voir un monde marqué par les injustices, l'apartheid et les inégalités, mais aussi par l'émergence de groupes artistiques et littéraires contestataires. Il avait pris position contre la guerre du Vietnam et avait participé à différentes manifestations avec Bob Dylan,
avec John Baez et bien d'autres, les gens du Living Theatre, le Brennan Puppet, notamment celle des étudiants. Il était à l'époque professeur au MIT. Il était affilié à un syndicat, Industrial Workers of the World, IWW. Il avait été poursuivi en justice pour ses positions contre la guerre du Vietnam et avait vu son nom figurer sur une liste secrète d'opposants politiques durant le règne de Richard Nixon. Il se définit comme un intellectuel critique dont la fonction est de révéler les inégalités et de déconstruire le fonctionnement des structures de répression et des espaces idéologiques à l'origine de ce qu'il appelle la fabrication du consentement. Il s'intéresse surtout à la politique étrangère des États-Unis et au fonctionnement des médias. Il coécrit d'ailleurs avec Edward Herman un ouvrage intitulé La fabrication du consentement, paru en 1988. Dans ce livre, les auteurs dévoilent les mécanismes du discours des médias, leurs choix éditoriaux et les pratiques permettant la mise en aliénation du public. Ils arrivent à la conclusion que les médias inscrivent leur discours dans une tentative de maintenir l'ordre établi, promouvant un débat public limité, excluant toute possibilité de contester les pratiques politiques et idéologiques profondes. Chomsky essaie de prendre de la distance avec l'objet de son travail, partant de l'idée que la perplexité est le moyen le plus sûr menant à la connaissance. Il n'use nullement de clichés, de stéréotypes ou de présupposés et il décrypte les différentes formations discursives. Quand il parle de la politique étrangère des États-Unis, il réunit une banque de données qui lui permet de bien approcher son sujet. Déjà en 1969, il publie L'Amérique et ses nouveaux mandarins, expliquant les choix faits par l'administration et ses alliances, excluant toute question éthique. Il estime que les pays occidentaux n'ont pas intérêt à soutenir l'émergence de démocratie dans le tiers-monde, entre guillemets. Il écrit ceci: les États-Unis ne peuvent tolérer le nationalisme, la démocratie et les réformes sociales dans le tiers-monde, parce que les gouvernements de ces pays devraient alors répondre aux besoins de la population et cesser de favoriser les intérêts des investisseurs américains. Je ferme les guillemets. Il est partout invité dans un grand nombre de pays. Ses livres sont des best-sellers. En Turquie, en 2002, un de ses éditeurs avait été poursuivi pour avoir publié un de ses livres où il s'exprime sur les Kurdes. Chomsky prend le premier avion, demande qu'on le mette en prison. L'éditeur est relâché. Il a soutenu le groupe zapatiste des Palestiniens, le mouvement Occupy en 2011. Auteur d'une soixantaine d'ouvrages, il est le linguiste et écrivain politique le plus lu ces dernières années. Il est souvent pris pour cible. Il a soutenu Bernie Sanders, qui aurait, selon lui, grâce aux réseaux sociaux, gagné les faveurs des populations et dépéjoré le socialisme dans une société où le système électoral reste trop peu démocratique. Il reconnaît qu'il y a de très bons journalistes, souvent peu visibles. Ses analyses sont parfois fragilisées par ses options idéologiques. Il est anarchiste, libertaire, parfois en décalage avec certaines réalités complexes, éludant parfois les contradictions traversant les structures politiques et sociales. Mais c'est aussi ce qui fait sa force, une capacité à poser les vraies questions, à ouvrir des brèches dans les discours dominants, à rappeler que l'intellectuel ne doit jamais se taire. Né en 1928, Chomsky traverse avec aisance les domaines de la philosophie, de l'architecture, de la linguistique, de la littérature et de la sociologie. Son influence dépasse
largement les sciences sociales, s'étendant jusqu'à la biologie et la médecine. Chomsky ne cesse de poser les vraies questions, celles qui interrogent en profondeur les mécanismes du pouvoir et les structures de la pensée. Il est partout, invité dans un grand nombre de pays. Ses interventions sont suivies par des millions de lecteurs et d'auditeurs. Ses livres sont traduits, ses conférences reprises, ses analyses discutées. Il a soutenu les mouvements populaires, les résistances locales, les voix marginalisées. Il a défendu les Palestiniens, les Kurdes, les apatistes, les étudiants contestataires, les militants du mouvement Occupy. Il a dénoncé les guerres, les injustices, les manipulations médiatiques. Il a rappelé que les États-Unis, comme d'autres puissances occidentales, ne peuvent tolérer l'émergence de démocraties réelles dans le tiers-monde, car celle-ci répondrait aux besoins des populations. Chomsky est ainsi devenu une figure universelle, à la fois linguiste et militant, théoricien et homme d'action. Ses analyses, parfois fragilisées par ses options idéologiques, restent néanmoins des repères incontournables pour comprendre le monde contemporain. Elles éclairent les mécanismes de la propagande, les logiques de domination, les structures de pouvoir. Elles permettent de lire autrement les crises actuelles, qu'il s'agisse du Venezuela, du Moyen-Orient ou des États-Unis eux-mêmes. À travers ses travaux, Chomsky nous rappelle que le langage n'est pas seulement un outil de communication, mais un espace de pouvoir, un champ de bataille où se jouent les rapports de force. Il nous rappelle aussi que l'intellectuel ne peut rester neutre, qu'il doit prendre parti, il doit être dans l'arène. Sa vie, ses engagements, ses écrits, ses combats sont autant de leçons pour celles et ceux qui veulent comprendre et agir. Merci, chers amis, de votre attention. Ce texte sur Chomsky, fidèle à ses idées, à ses combats, n'est pas une conclusion, mais une invitation. Une invitation à lire, à questionner, à résister, à comprendre que le langage et la pensée sont des armes et que l'intellectuel, loin d'être un spectateur, doit être un acteur du monde. Encore une fois, merci de votre écoute, chers amis.